Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de nous rester fidèles dans ce programme du soir. Aujourd'hui, nous parlons du Mali avec notre invité Luc Kabaki. Bonsoir Luc et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour parler du Mali. Le plaisir est vraiment partagé, Mhm, surtout après plus d'un mois d'absence. mhm. Je suis heureux de retrouver vos micros aujourd'hui. Nous sommes heureux également de vous recevoir, Luc Kabaki, journaliste et analyste politique. Alors que les jours passent, l'on se dirige inexorablement vers le 31 décembre, date butoir pour la MINUSMA pour quitter ses installations au Mali. Et les départs est en cours avec 8 camps libérés sur 13, mais à l'heure actuelle, les FAMA et la MINUSMA s'accusent mutuellement, soit de retrait précipité, soit de manque de sécurisation. Que se passe-t-il réellement au Nord Mali avec ce départ de l'aménagement en libérant les camps dans le Nord Mali? Alors, c'est une question assez délicate parce que le contexte du départ de la MINUSMA, tout le monde le connaît. Le projet a été acté en fait par l'État malien et il faut déjà reconnaître que c'est une première dans l'histoire justement des Nations Unies où donc cette institution, disons mondiale, déploie une force dans un pays dans le but d'œuvrer ou de participer à la stabilisation donc, de ce pays et que donc l'État hôte qui est censé être bénéficiaire en finit par demander justement le départ de cette force-là, qui en réalité devrait être une force d'appui, une force d'aide qui devait participer à reconstruire l'État dès l'instant où cet État a été victime justement des attaques de toutes parts. Alors, il se trouve que dans la pratique, l'État malien a constaté précisément que cette MINUSMA-là, dont la vocation que je venais de rappeler, est donc précisément de faire en sorte que l'État se reconstitue, se réorganise et se restructure, a commencé à jouer un jeu plutôt pervers qui ne participait pas à réaliser justement cet objectif-là. Donc, dans un tel contexte, on sait déjà, dès le départ, que cette idée de départ de la MINUSMA ne convenait pas ni aux Nations Unies, ni à certaines puissances précisément, qui trouvaient intérêt à s'appuyer sur cette mission-là pour jouer donc leur jeu pernicieux au Mali. Donc, cela Qu'appelez-vous dit, par jeu pervers? eh ben, Qu'appelez-vous le par jeu jeu parallèle, pervers? vous savez qu'à plusieurs reprises, le gouvernement malien a évoqué un certain nombre de faits qui montraient que la MINUSMA ne collaborait pas, au contraire, jouait le jeu ou même était d'intelligence avec les forces ennemies, notamment les rebelles, les terroristes, etc., et empêchait littéralement l'État malien d'intervenir ou de circuler librement pour pouvoir justement mettre hors d'état de nuire les terroristes qui inquiètent justement les citoyens maliens. Alors, c'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement malien a fini par demander de façon précise et expresse le retrait pur et simple de la MINUSMA du Mali. Et donc, vous avez vu combien il y a eu des tiraillements, notamment avec la France, qui, il faut le dire, dirige le volet enfin, de la gendarmerie, de la police. Parce que le commandant de ce volet de la MINUSMA est une dame française, c'est une générale. Et donc, la France a été même le pion essentiel qui coordonne pratiquement les activités de la MINUSMA au Mali. Et à partir de l'instant où il y a maille à partir avec le gouvernement malien, il faut comprendre que la France n'était pas dans les dispositions d'accepter cette idée, en tout cas cette perspective de retrait de la MINUSMA. Dans un tel contexte, à partir de l'instant où le principe de ce départ a été acté, et on a accepté le principe de 6 mois pour se retirer, mais il fallait comprendre dès le départ que ce retrait serait difficile, la collaboration serait difficile, quand bien même il y a eu un cadre qui a été mis en place entre la MINUSMA, entre les Nations Unies et l'État, le gouvernement malien, de sorte qu'il y ait une collaboration étroite pour favoriser ou permettre le retrait lisse, coordonné et ordonné de ces forces-là. Vous avez vu qu'il y a des trahisons. À plusieurs reprises, le gouvernement malien a sorti des communiqués pour dénoncer des couacs, en tout cas une certaine mauvaise foi des dirigeants de la MINUSMA ou même des Nations Unies dans ce processus de retrait. En viennent justement ces situations où
les Nations Unies, ou en tout cas la MINUSMA, annoncent des retraits précipités sous prétexte que la sécurité de ces éléments n'est plus garantie par les FAMA, etc. Alors qu'en réalité, celui-là qui a déchiré ce tissu d'entente, c'est précisément la MINUSMA, du fait qu'elle ne collabore pas pour que le processus de retrait se fasse de façon vraiment coordonnée comme cela a été prévu. Et vous allez constater, hier, le 31, la MINUSMA a sorti un communiqué indiquant son retrait de Kidal. Le principe a été qu'en réalité, quand les forces de la MINUSMA quittent, la place est reprise justement par l'armée, reconstituée par les FAMA. Vous voyez? Et donc, ça veut dire que de façon officielle et solennelle, la MINUSMA se doit de remettre les clés des camps libérés aux FAMA. Ce qui n'a pas été le cas précisément dans le cas du camp de Kidal, où ils disent partir de façon précipitée, sans pour autant être en mesure de remettre les clés aux FAMA. Au contraire, ils ont laissé le camp à la SEMA, qui était déjà là-bas, alors qu'au même moment, ils ont fait en sorte à retirer d'ailleurs l'armée reconstituée qui faisait partie du camp parallèle, qui constituait ce qu'ils appellent les bataires ou quelque chose comme ça, un bataillon BIX qui est constitué aussi bien des forces FAMA, des forces de la SEMA, des rebelles, etc., etc. Et ils ont extirpé les éléments de la FAMA qui faisaient partie donc de ce bataillon. Ils les ont. C'est d'ailleurs pour ça qu'après le retrait, il n'y a pas eu de combat, parce que les forces officielles de l'armée malienne ont été conduites. Et donc finalement, le camp de Kidal est entre les mains des rebelles. Ce qui va créer forcément un problème par la suite, parce qu'aujourd'hui, les FAMA ont encerclé pratiquement le Kidal. Et ouais, ils sont appelés à entrer officiellement dans Kidal et à récupérer justement cette localité hautement stratégique, parce que vous vous rappelez que c'est à haut niveau de Kidal que l'armée malienne avait été empêchée, je crois en 2013 ou 2014, de rentrer par les forces françaises. Et donc, ça veut dire clairement que aujourd'hui, pour la France, remettre les clés de Kidal au FAMA reviendra à dire qu'on remet carrément toute cette localité-là, stratégique, à partir de laquelle il y a beaucoup de réseaux qui se sont multipliés, etc. etc. Dans tous les cas, je crois que dans les semaines qui vont suivre, ou même les jours qui suivent, les FAMA seront obligés justement de continuer leur progression dans le nord, de sorte à conquérir totalement le Kidal et en tout cas tout le reste du territoire. En tout cas, les FAMA accusent la MINUSMA plutôt accuse les FAMA de ne pas assurer la sécurité de ces éléments, c'est-à-dire des éléments de la MINUSMA, ce qui l'aurait précipité, ce qui l'aurait poussé plutôt à précipiter ce départ. Pensez-vous qu'il est vrai que la FAMA n'assure plus la sécurité des forces onusiennes, et pourquoi serait-on dans ce genre de situation? Et si c'est faux, serait-on finalement dans une situation de jeu de Pokémon-cœur? Bien sûr, je vous ai parlé dès le départ du contexte de retrait. Alors si aujourd'hui la MINUSMA prétexte de ce que les FAMA n'assureraient pas la sécurité de ses membres dans ce processus de retrait, c'est précisément parce que la MINUSMA est en train de faire un double jeu. L'État malien constate qu'il n'y a pas une collaboration franche et sincère. Il ne pourrait avoir de collaboration franche et sincère que si tout le monde était d'accord sur le principe de départ. Or, c'est de guerre lasse que la MINUSMA est en train de partir. Et en même temps, elle est en train de piéger systématiquement les FAMA, de sorte à exposer les forces armées maliennes aux attaques littérales, voilà, des rebelles et des terroristes, etc. Et donc, quand vous partez de façon précipitée, sans collaborer, comment vous voulez que les prévisions, en tout cas des dispositions, soient prises en amont pour assurer votre sécurité? Ça veut dire que vous êtes en terrain conquis et vous vous permettez justement de prendre des décisions sans collaborer, sans concerter, sans amener donc l'autorité à composer de sorte à prendre des dispositions qui vous sécurisent. Donc c'est un prétexte malhabile pour justifier le faux fuyant en fait de la MINUSMA aujourd'hui. Mais heureusement que les autorités maliennes, notamment les dirigeants et le corps dirigeant, en tout cas le corps directionnel des FAMA, se montrent suffisamment vigilants et prennent des dispositions pour pouvoir reconquérir ces camps-là, en tout cas toutes ces parties qui sont en train d'être libérées,
pratiquement à l'insu de ces femmes-là. Vous avez vu comment il y a eu un combat farouche au niveau du camp de Ber, etc., et d'autres camps, etc. Normalement, il ne devait pas avoir de combat dès l'instant où ces camps étaient occupés par la MINUSMA et que c'est elle qui libère ces camps au profit, justement, des forces armées maliennes. Elle n'entend pas laisser ces camps au profit des forces armées maliennes parce que cela rend compte, en tout cas, du revers de cette mission-là au Mali, et en même temps, c'est comme un affront pour les puissances occidentales, entre autres la France, qui considère qu'en fait, c'est un défi qui lui est lancé au Mali, que d'abord, de dire que Barkhane parte, et ensuite, toutes les forces que la France avait fait venir de façon délibérée au Mali, sous prétexte qu'on venait aider les Maliens. Donc, toute l'action clairvoyante et lucide des dirigeants maliens, toutes ces forces-là sont en train de déguerpir. Donc, c'est un affront réel que ces puissances-là ne peuvent pas accepter. Et donc, il faut comprendre qu'il faut un travail de vigilance, de rigueur, de sorte que les FAMA, qui ont donc pris, ou en tout cas les autorités maliennes, qui ont pris cette décision audacieuse d'affronter ces géants, entre guillemets, du monde, puissent effectivement matérialiser cette ambition au profit précisément du peuple malien. Et puis c'est un exemple qui risque vraiment de faire tache d'huile dans tous les pays où ces puissances, enfin ces forces onusiennes interviennent et n'arrivent jamais à restaurer la paix, à reconstituer les pays et à stabiliser ces États-là. Vous avez vu qu'à partir de ce que les Maliens ont fait, la RD Congo a aussi demandé le départ de la MONUSCO. Et même le président Tshisekedi a demandé que ce départ-là soit précipité d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que le modèle malien est en train de prendre corps dans l'esprit des peuples d'Afrique qui se rendent compte que mais, tout est possible. Il suffit là de prendre la décision et de décider d'assumer véritablement leur identité, leur souveraineté, quelles que soient les circonstances et quoi qu'il arrive. Alors, vous parlez tout à l'heure de départ coordonné. La MINUSMA avait annoncé avoir demandé des autorisations de survol de l'espace aérien pour le départ de ces éléments. Et parmi une vingtaine de demandes adressées, une seule n'aura été qu'autorisée, qui leur permettait de faire une liaison Kidal-Gao. Pourquoi aussi ce refus peut-être des autorités maliennes d'autoriser systématiquement les demandes de la MINUSMA pour ce retrait? Cela ne peut pas se faire de façon hasardeuse. Ce n'est pas parce que vous avez envoyé une vingtaine de demandes que de façon sur un coup de tête, on vous donne toutes les autorisations. Puisqu'on parle de retrait coordonné, ça veut dire qu'il faut l'implication des forces maliennes qui vont sécuriser précisément le processus de départ. Et donc, si on a donné une première autorisation pour permettre aux gens donc, de quitter d'un camp à un autre, et on voit que au lieu de collaborer pour que vraiment l'opération s'effectue dans les meilleures conditions, on se rend compte qu'il y a un jeu de dupes, une certaine duplicité, et que vous continuez de composer avec les forces ennemies, que les FAMA sont appelées à combattre de façon systématique parce qu'elles ont cette vocation-là de préserver la sécurité des Maliens. Et donc, c'est clair qu'une fois que vous faites preuve de mauvaise foi, on ne peut pas vous donner des autorisations sans pour autant être en mesure de contrôler les opérations que vous êtes en train de mener. La preuve, c'est qu'ils vont miner le terrain. Aujourd'hui, dès l'instant où Kidal a été libéré de façon aussi incontrôlée, ils savent très bien que les FAMA, ayant cette responsabilité de reconquérir tout le territoire national, en viendront à intervenir là-bas. Mais le piège, c'est quoi? C'est de dire que, ah oui, les forces maliennes sont intervenues de façon brutale et qu'elles auraient tué les civils à Kidal, etc. En fait, vous allez voir que les organisations de défense des droits de l'homme, enfin les fameuses organisations en question, attendent justement l'intervention des forces militaires maliennes à Kidal pour sortir des rapports fallacieux qui ne vont reposer sur aucun fondement. Mais en réalité, le plan, c'est ça. Ils savent très bien que dans tous les cas, Kidal sera pris. Et quand il sera pris, il va falloir trouver des prétextes pour dire que non, mais écoutez, ils sont venus, ils ont tué de façon aveugle la population, etc., etc. Et donc, porter des accusations tout à fait malhonnêtes sur les fautes. Donc, il va falloir que les autorités maliennes fassent preuve de vigilance. Je crois qu'elles ont toujours été suffisamment vigilantes et rigoureuses. On sent dans leur attitude
qu'elles se prennent véritablement pour le meilleur devenir du peuple malien, on ne peut que les encourager dans ce sens-là, de sorte qu'avec plus de pragmatisme et de lucidité, de façon progressive, elles en viennent à reconquérir le territoire malien et à le stabiliser tout seul, parce qu'en fait, toutes ces forces-là devraient aider à cette stabilisation, puisque ces forces-là, je crois que vous avez reçu récemment le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ici, qui a dressé le bilan et qui montre clairement que toutes ces actions sur plus d'une dizaine d'années n'ont pas donné des résultats probants. Au contraire, le phénomène terroriste s'est métastasé, non seulement dans le pays Mali, mais vers le golfe de Guinée et beaucoup de pays comme le Burkina Faso, le Niger et même des pays du littoral ont commencé à être attaqués par les terroristes. Ce qui prouve véritablement que toutes ces forces-là, occidentales et puis onusiennes, qu'on déverse dans des pays non stables, n'ont pas véritablement pour vocation d'œuvrer pour le meilleur devenir de ces États. Mais ce sont des prétextes malhabiles que ces puissances prennent pour pouvoir justifier leur propre présence et participer à piller les ressources de ces territoires-là. Vous savez que l'Afrique, c'est l'or du monde à partir du moment où nous regorgeons le maximum de ressources dont l'industrie occidentale a besoin. Alors, Kidal aussi a été libéré par les forces onusiennes ce mardi 31 octobre, alors qu'on sait que c'est un enjeu stratégique. La CMA l'avait annoncé à la libération du camp de Tessalit que leur priorité c'est Kidal. Voilà Kidal aussi qui est libéré dans ce genre de situation avec un manque de coordination entre les FAMA et la MINUSMA. Alors, à quoi seront mangés les habitants de Kidal? Oui, mais c'est de ça que je parle. En fait, aujourd'hui, on a laissé en réalité le camp de Kidal à la CMA, c'est-à-dire à cette organisation rebelle qui pourtant faisait partie de ceux-là qui ont signé les accords de paix, etc., et qui, à un moment donné, a décidé de se désolidariser, de ne même plus composer avec les autorités maliennes, etc. Il y a certains de ces éléments qui démissionnent, voilà, du CNT, etc. Bon, tout cela, on sent donc la duplicité, la mauvaise foi, le manque d'engagement à atteindre cet objectif de libération pacifique et coordonnée. Donc, aujourd'hui, effectivement, la population de Kidal doit être dans l'impasse. Mais il est clair que le sens de responsabilité des dirigeants maliens nous réconforte dans la posture, en tout cas dans les initiatives qu'ils auront à prendre dans la perspective de libération de Kidal. La vocation du dirigeant, c'est de faire en sorte à avoir la même mise sur l'ensemble de son territoire, assurer la sécurité absolue de l'ensemble des citoyens, où qu'ils soient et quelle que soit leur situation. Une fois qu'ils sont sur le territoire malien, il va falloir que les dirigeants se donnent les moyens de pouvoir assurer leur sécurité. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, et quoi qu'il arrive, les FAMA entreront à Kidal, prendront le camp de Kidal et veilleront à la sécurité absolue de l'ensemble de ces citoyens-là. Maintenant, dans quelles conditions? Puisque justement, il y a des pièges. Ils ont miné sûrement le terrain et feront en sorte qu'il y ait des combats. Et à partir de ces combats-là, il y aura donc des rapports, comme je le dis. Mais ce n'est pas ça qui va dissuader ou bien défaire cet engagement des dirigeants maliens de faire en sorte à avoir la même mise sur l'ensemble du territoire. On prie simplement que la population elle-même compose, de sorte que, avec cette complicité retrouvée, cette dynamique unitaire, on en vienne à mettre justement ces forces ennemies hors d'état de nuire et que l'ensemble du territoire malien soit entre les mains justement des dirigeants maliens, ce qui sera vraiment une prouesse notable et salutaire. Parce que si l'ensemble de la communauté internationale s'est mobilisé pour une cause et cette communauté n'a pas réussi, et que l'État à lui tout seul, avec des partenaires qu'il a eu la lucidité de choisir parce qu'il a été convaincu de la bonne foi de ces derniers, en vient finalement à avoir ce résultat-là, ça veut dire que c'est une prouesse qu'il va falloir s'allier et qui en même temps enseigne les dirigeants de notre espace que, en réalité, par eux, ils peuvent faire beaucoup de choses, à condition, qu'ils soient réellement engagés pour le meilleur devenir de la population, et donc qu'ils soient au service de leur pays et de leur peuple, et qu'ils s'engagent comme tels, avec tous les sacrifices nécessaires, de sorte que, par leurs œuvres, ils puissent rentrer dans l'histoire. Je crois que Assimi Goïta et son équipe sont en train de poser des pas décisifs et historiques qui vont véritablement inspirer
beaucoup de populations, en tout cas en Afrique. Nous avons au total 8 camps libérés sur les 13. Il reste encore 5 camps. Que dire de l'avenir de ces camps qui restent? Assistera-t-on à ce genre de scénario où on quitte les camps soit de façon précipitée ou façon inattendue? Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans le style de gouvernance des Maliens qui me marque, moi, en tant que communicateur. C'est leur style de communication. Vous savez, lorsque vous vivez des situations, il faut avoir l'art de communiquer. Pourquoi? Parce que c'est la communication qui montre que vous êtes conscient de votre redevabilité vis-à-vis non seulement de votre population pour laquelle vous agissez, mais aussi vis-à-vis de la communauté internationale, de l'opinion qui se rend compte en fait de ce qui se fait là-bas. Aujourd'hui, c'est grâce à la communication que le monde entier est au courant des supercheries et de tous les faux fuyants qui ont été multipliés par les puissances occidentales, etc. Donc, première clé pour pouvoir donc conduire ce processus-là avec efficacité, c'est de dénoncer autant que possible tout ce qu'il y a comme supercherie, tout ce qui mine ce processus justement de libération des camps. Puisqu'il y a un accord clair qui dit que les camps, pour être libérés, ce travail doit être fait de concert avec les dirigeants maliens. Une fois que la MINUSMA ne le fait pas, il faut les dénoncer. Il faut dénoncer tous ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui font une œuvre malsaine contre les intérêts du peuple malien. À partir de cet instant-là, vous allez constater que quand ils sont dénudés de cette manière, ils sont appelés à démentir cela. Et donc, même quand ils démentent, ils sont obligés de ne plus répéter les mêmes choses parce qu'ils sont déjà découverts. Donc, j'espère que les 5 ans restants, le processus de leur libération, ou en tout cas du retrait de la MINUSMA, sera fait de façon coordonnée parce que justement, tout le monde sait que les gens là ne sont pas de bonne foi et il faut les dénoncer autant que possible. Voilà la première clé que je pense que les dirigeants maliens doivent véritablement utiliser, de sorte que chaque fois qu'il y aura des faux pas, tout le monde soit au courant. C'est une honte pour des puissances occidentales de procéder de cette manière-là. À un moment donné, ils n'auront pas de choix que d'accepter vraiment de guerre lasse, bien sûr, mais qu'ils doivent quitter le Mali, puisque le Mali appartient aux Maliens. Et donc, quand les propriétaires vous disent, bon, vous êtes venus dans le but de nous aider, vous avez fait les efforts que vous pouvez. Mais aujourd'hui, bon, ben, nous voulons nous occuper de notre maison. Vous n'avez pas de choix que de partir. Que vous soyez content ou pas, vous devez partir. Maintenant, bon, vous gesticulez. Dans tous les cas, le résultat sera là, à la date du 31 décembre, puisque la MINUSMA elle-même affirme qu'elle fera en sorte à être dans le délai. On ne peut que le souhaiter. Et puis, on passe à autre chose, parce qu'en fait, ces questions-là retardent nos pays. Ces questions liées à la sécurité, aux attaques, etc., ne permettent pas aux dirigeants de mobiliser leurs énergies sur des objectifs porteurs pour le pays. Vous voyez? Donc, la vocation de tout État, de tout peuple, c'est d'évoluer, c'est de créer la richesse et de faire en sorte d'agrandir. Quand vous allez aujourd'hui dans les pays de l'Occident, vous voyez qu'il y a des infrastructures, la mentalité est assainie, tout le monde travaille. Travaille pourquoi? Pour son propre devenir, mais aussi pour le devenir du pays dans son ensemble. Voilà comment il faut travailler, comment il faut agir en tant que citoyen pour pouvoir évoluer. Mais quand il y a ces problèmes-là qui dispersent les énergies, qui ne permettent pas de focaliser l'attention de la population sur des idéaux, sur des valeurs essentielles qui permettent à toute société d'évoluer, c'est un réel manque à gagner qu'il faut évidemment éviter. À l'heure du départ, quel bilan peut-on faire de la présence de la MINUSMA au Mali une dizaine d'années après? Il est évident que si ce bilan était positif, les dirigeants maliens n'auraient pas demandé le départ de la MINUSMA dès l'instant où le territoire n'a pas été totalement reconquis. Dès l'instant où les terroristes sont encore là et sèment donc du trouble, inquiètent la population. Et donc, ça veut dire que pendant près d'une dizaine d'années, sinon plus de 10 ans, la MINUSMA, dans son action, n'a pas atteint les objectifs escomptés, même si on peut reconnaître que des États frères ont eu à envoyer des troupes de toute bonne foi. Malheureusement, l'écosystème dans lequel ces troupes-là sont arrivées ne leur a pas permis de pouvoir avoir les résultats auxquels on peut s'attendre. Puisque, oui, on va dire qu'il y a plusieurs pays qui ont envoyé les contingents, mais le problème, c'est que le leadership de cette MINUSMA-là est entre les mains des gens qui sont de mauvaise foi.
Et donc, lorsque vous êtes de très bonne foi, vous avez la volonté, vous venez pour aider, mais celui qui dirige et qui prend les décisions de la gouvernance, justement, de cette organisation-là, s'il est de mauvaise foi, vous ne pouvez rien faire. Donc, les gens ont eu à travailler véritablement. Il y a des éléments de la MINUSMA qui ont eu à perdre la vie là-bas, et donc on est obligé de s'incliner devant leur mémoire. Il y a eu un certain nombre d'actions sur le plan humanitaire. D'ailleurs, c'est le prétexte que les gens utilisaient, certains responsables de la MINUSMA utilisaient, notamment pour le compte du Nord, pour dire, mais écoutez, il y a beaucoup d'actions humanitaires qui ont été faites, et ça, ils comptabilisent ça comme un résultat. Or, sa vocation, en réalité, n'était pas qu'humanitaire, même c'est subsidiaire, cette question humanitaire, d'autant plus que c'est d'abord la sécurité des citoyens qui conditionne tout le reste des résultats. Donc, une fois que sur le plan sécuritaire, on voit que vous n'êtes pas sincère et que vous êtes d'intelligence avec les forces ennemies qui ont fait que le Mali se retrouve dans cette situation-là, ça veut dire que c'est un échec total. Si Barkhane a échoué, si Takuba a échoué, ce n'est pas la MINUSMA qui est aussi sous la botte de ces puissances occidentales-là, notamment de la France, qui aurait un résultat probant. C'est dommage. Nous arrivons presque à la fin de cet entretien. Luc Abaki, un dernier mot sur la situation de ce retrait au Niger. Au Mali, c'est de dire qu'on a toutes les raisons de regretter que les gens perdent autant de temps dans des faits aussi malsains. Vous imaginez en 10 ans l'argent, les moyens qui ont été déployés pour constituer d'abord cette MINUSMA et pour assurer son fonctionnement au Mali. Aujourd'hui, c'est un fiasco total parce que l'objectif pour lequel cette force a été déployée, l'argent a été cotisé au niveau des Nations Unies pour déployer tous ces matériels-là, n'a pas été atteint. Simplement parce qu'il y a des gens qui considèrent l'argent comme une fin en soi, qui considèrent le principe de leur influence et de leur domination sur d'autres peuples comme une condition sine qua non de leur existence. Il va falloir que le monde entier commence, en tout cas tous les citoyens du monde, commencent à comprendre qu'en fait, chacun a une vocation qui est toute simple, c'est d'agir pour le meilleur devenir des autres. Tout simplement. Il faut être au service de l'humanité dans son ensemble. Et que les puissances occidentales la comprennent, que leur salut ne réside pas dans l'influence, dans la domination, dans la spoliation et dans l'humiliation des autres peuples. Mais c'est de chercher à composer avec tout le monde, de sorte que l'humanité dans son ensemble évolue, devienne plus saine, plus enviable et qu'on laisse un héritage véritablement salutaire pour les générations à venir. Luc Abaki, journaliste, analyste politique, merci d'avoir répondu à nos questions. Le merci, c'est à vous. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.